L'Afrique du Sud sous pression. Quand certains pays africains répondent par la réciprocité. L'Afrique du Sud traverse une nouvelle zone de turbulence. Depuis plusieurs semaines, la question migratoire est revenue au centre du débat public. Mais cette fois-ci, le débat ne reste plus seulement à l'intérieur des frontières sud-africaines. Des étrangers africains sont pris pour cible. Des commerces ferment par peur, des familles quittent le pays dans la précipitation. Et dans plusieurs capitales africaines, une idée commence à circuler. Si les ressortissants étrangers sont maltraités en Afrique du Sud, faut-il appliquer la réciprocité aux Sud-Africains vivant ailleurs en Afrique? C'est là que le sujet devient explosif. Parce qu'on ne parle plus seulement d'immigration, on ne parle plus seulement de sécurité, on parle d'un malaise profond entre pays africains, on parle de xénophobie, on parle d'économie, on parle de dignité et surtout, on parle de cette grande contradiction. Comment peut-on défendre l'unité africaine dans les discours, mais rejeter les Africains dans la réalité? Aujourd'hui, on va analyser ce qui se passe. On va regarder les réactions. On va comprendre pourquoi certains parlent maintenant de réciprocité. Et à la fin, je vous poserai une question très simple mais très lourde de sens. Contexte. Depuis plusieurs années, l'Afrique du Sud est confrontée à des tensions autour de l'immigration. Le pays attire de nombreux ressortissants africains venus chercher du travail, de la sécurité, des études ou de meilleures opportunités économiques. Mais dans un contexte de chômage élevé, de pauvreté, de criminalité et de frustration sociale, certains groupes sud-africains accusent les étrangers d'être responsables des difficultés du pays. Ces accusations ne datent pas d'aujourd'hui. En 2008 déjà, l'Afrique du Sud avait connu une vague de violences xénophobes très meurtrière, avec plus de 60 morts selon plusieurs rapports internationaux. Plus récemment, des groupes anti-immigration comme Opération Doudoula ou March and March ont multiplié les actions contre des migrants, y compris devant des hôpitaux et des commerces. Human Rights Watch a rapporté que certains groupes avaient empêché des étrangers d'accéder à des services publics comme les soins de santé et l'éducation. En juin 2026, la situation s'est encore aggravée. Des marches anti-immigration ont été organisées dans plusieurs villes sud-africaines, avec un ultimatum fixé au 30 juin pour demander aux migrants sans papier de quitter le pays. Des milliers de ressortissants étrangers ont fui par peur des violences, tandis que des commerces ont fermé dans plusieurs zones sensibles. Le président Cyril Ramaphosa a condamné l'intolérance et les violences, tout en reconnaissant que les préoccupations autour de l'immigration illégale devaient être traitées par la loi et non par la haine. Le ministère sud-africain des Affaires étrangères a également déclaré qu'il ne fallait pas transformer les inquiétudes légitimes des communautés en préjugés contre les autres Africains. Mais pour beaucoup de pays africains, ces condamnations ne suffisent plus. La colère des autres pays africains, le Nigeria, le Ghana, le Malawi et d'autres pays, ont exprimé leur inquiétude face aux attaques contre leurs ressortissants. Certains ont organisé ou envisagé le rapatriement de leurs citoyens. Le Nigeria a même annoncé la mort de 2 de ses ressortissants pendant cette vague de violence, ce qui a provoqué une forte indignation diplomatique. Et c'est ici que le mot réciprocité entre dans le débat. Dans les commentaires en ligne, dans les émissions politiques, dans les débats africains, certains internautes disent « Si les Sud-Africains ne veulent pas des Africains chez eux, pourquoi les autres pays africains devraient-ils accueillir les Sud-Africains chez eux ?» D'autres vont plus loin. Pourquoi les entreprises sud-africaines prospèrent-elles dans plusieurs pays africains, alors que les ressortissants de ces mêmes pays sont parfois attaqués en Afrique du Sud? C'est une réaction émotionnelle, mais elle révèle une vraie blessure. Parce que dans plusieurs pays africains, les entreprises sud-africaines sont très présentes. Télécommunications, banques, supermarchés, assurances, divertissement, chaînes commerciales. Alors, quand des ressortissants africains sont violentés en Afrique du Sud, certains citoyens se demandent « Faut-il toucher aux intérêts sud-africains pour que Pretoria écoute enfin ?» Les réactions du public. Sur les réseaux sociaux, 3 grandes réactions dominent. Première réaction, la colère. Beaucoup d'Africains dénoncent ce qu'ils considèrent comme une trahison de l'esprit panafricain.
Pour eux, l'Afrique du Sud a bénéficié de la solidarité du continent pendant l'apartheid. Plusieurs pays africains ont soutenu la lutte anti-apartheid, parfois au prix de sacrifices diplomatiques et économiques. Alors voir aujourd'hui des Africains être pourchassés, insultés ou attaqués en Afrique du Sud crée une douleur historique. Deuxième réaction, la demande de fermeté. Certains disent que les communiqués diplomatiques ne suffisent plus. Ils veulent que les gouvernements africains protègent leurs citoyens avec des mesures concrètes, convocation d'ambassadeurs, rapatriement, sanctions symboliques, restrictions ciblées ou pression économique. Troisième réaction, l'appel au calme. D'autres internautes avertissent que répondre à la xénophobie par une autre xénophobie serait dangereux. Selon eux, appliquer une hostilité réciproque aux citoyens sud-africains vivant dans d'autres pays africains reviendrait à punir des innocents pour les fautes de groupes violents. Certains rappellent que beaucoup de Sud-Africains condamnent eux-mêmes ces attaques. Et cette troisième réaction est importante, parce que dans cette affaire, il faut distinguer trois choses. Le peuple sud-africain dans son ensemble, les groupes extrémistes anti-migrants, et l'État sud-africain qui a la responsabilité de protéger tous ceux qui vivent sur son territoire. Le problème de fond, le vrai problème, c'est que la xénophobie devient souvent un raccourci politique. Quand le chômage augmente, on accuse l'étranger. Quand les hôpitaux sont débordés, on accuse l'étranger. Quand la criminalité augmente, on accuse l'étranger. Quand les services publics ne fonctionnent plus, on accuse l'étranger. Mais cette logique est dangereuse, parce qu'elle évite de poser les vraies questions. Pourquoi l'économie ne crée-t-elle pas assez d'emplois? Pourquoi les services publics sont-ils en difficulté? Pourquoi la police ne lutte-t-elle pas efficacement contre la criminalité, qu'elle soit commise par des nationaux ou par des étrangers? Pourquoi les frontières sont-elles mal administrées? Pourquoi les populations locales ont-elles l'impression d'être abandonnées? L'immigration peut poser des défis réels. Aucun pays ne peut ignorer la question des papiers, de la sécurité ou de la pression sur les services publics. Mais lorsqu'un État laisse des groupes de rue décider qui a le droit d'aller à l'hôpital, qui a le droit de vendre, qui a le quartier, on n'est plus dans la politique migratoire. On est dans la justice populaire, et la justice populaire finit l'injustice. Le dilemme de la réciprocité. Alors, faut-il répondre par la réciprocité? C'est là que le débat devient compliqué. D'un côté, les pays africains ont le devoir de protéger leurs ressortissants. Un citoyen nigérian, ghanéen, malawien, zimbabwéen ou mozambicain vivant en Afrique du Sud ne doit pas être abandonné à la violence. Si un État ne protège pas les étrangers sur son sol, les pays d'origine ont le droit de protester, de convoquer les ambassadeurs, de demander des enquêtes et même de rapatrier leurs citoyens. Mais d'un autre côté, la réciprocité mal utilisée peut devenir une bombe diplomatique. Si un pays commence à s'attaquer aux citoyens sud-africains vivant chez lui, puis qu'un autre pays répond, puis un autre encore, on entre dans une spirale. Et cette spirale peut détruire les relations économiques, les échanges universitaires, les investissements, les familles mixtes, les communautés africaines installées partout sur le continent. Il faut donc poser une distinction essentielle. La réciprocité diplomatique n'est pas la vengeance populaire. La réciprocité diplomatique peut être encadrée. Pression officielle, enquête, suspension de certains accords, demande de garantie, protection consulaire, mesures ciblées. Mais la vengeance populaire, elle, frappe n'importe qui. Elle frappe le commerçant innocent. Elle frappe l'étudiant. Elle frappe le travailleur. Elle frappe la famille. Elle frappe celui qui n'a rien fait. Et c'est exactement ce qu'il faut éviter. Ce que l'Afrique du Sud doit comprendre. L'Afrique du Sud doit comprendre le continent est en train de souffrir. Pendant longtemps, l'Afrique du Sud a été vue comme une puissance africaine majeure, un pays de Mandela, un pays qui a symbolisé la lutte contre l'injustice raciale, un pays qui a reçu la solidarité du continent. Mais chaque vague de xénophobie abîme cette image. Lorsqu'un Africain regarde les images de migrants agressés, de commerces pillés, de familles réfugiées dans des consulats ou de travailleurs obligés de fuir, il ne voit pas seulement une crise sud-africaine, il voit une humiliation africaine. Et c'est pour cela que les réactions sont si fortes, parce que beaucoup se disent « Nous avons combattu le racisme ensemble. Comment pouvons-nous maintenant tolérer l'afrophobie entre nous ?»
ce que les autres pays africains doivent aussi comprendre. Mais les autres pays africains doivent aussi être honnêtes. Beaucoup de citoyens quittent leur pays parce qu'ils n'y trouvent pas assez d'opportunités. Ils partent parce que les économies locales ne fonctionnent pas suffisamment. Ils partent parce que la corruption, le chômage, l'insécurité et l'instabilité les poussent ailleurs. Donc, condamner l'Afrique du Sud est nécessaire lorsque des citoyens sont attaqués. Mais cela ne suffit pas. Les gouvernements africains doivent aussi se demander pourquoi nos jeunes partent-ils en masse? Pourquoi nos travailleurs qualifiés cherchent-ils ailleurs ce qu'ils devraient trouver chez eux? Pourquoi nos citoyens acceptent-ils parfois de vivre dans la peur à l'étranger plutôt que dans la précarité à la maison? La crise sud-africaine est donc aussi un miroir tendu au reste du continent. Elle révèle la fragilité de nos États. Elle révèle l'échec de certaines politiques économiques. Elle révèle l'absence d'une vraie protection continentale pour les migrants africains. L'Union africaine face à ces contradictions. L'Union africaine parle souvent d'intégration. On parle de libre circulation. On parle de marché commun africain. On parle de passeport africain. On parle d'unité continentale. Mais dans la réalité, les frontières restent dures. Les visas restent compliqués. Les migrants africains sont parfois mieux traités hors du continent que dans certains pays africains. Et quand une crise éclate, chaque État défend ses citoyens, mais le projet panafricain semble disparaître. Alors la question est simple. À quoi sert le discours sur l'unité africaine si un Africain peut être traité comme un ennemi dans un autre pays africain? Segment réactionnel. Et maintenant, regardons les réactions comme si nous étions dans le cœur du débat. Certains disent « l'Afrique du Sud doit mettre de l'ordre chez elle. Aucun pays sérieux ne peut laisser des groupes privés décider du sort des étrangers. » Ils ont raison sur un point, l'État doit rester l'État. La loi doit être appliquée par les institutions, pas par la foule. D'autres disent « les Sud-Africains aussi souffrent, ils sont au chômage, ils ont peur, ils sont fatigués de l'insécurité. » C'est vrai aussi, on ne peut pas mépriser la souffrance des populations locales. Mais la souffrance ne donne pas le droit de persécuter des innocents. D'autres encore disent « il faut appliquer la réciprocité. Quand les Sud-Africains sentiront la pression, ils comprendront. » C'est émotionnellement compréhensible, mais politiquement, c'est risqué parce qu'une réciprocité mal pensée peut se transformer en guerre sociale entre peuples africains. Enfin, il y a ceux qui disent « il faut une réponse africaine commune ». Et c'est peut-être la voie la plus responsable. Pas le silence, pas la vengeance, mais une pression collective, claire, ferme, officielle, pour que la sécurité des ressortissants africains soit garantie. Conclusion. Ce qui se passe en Afrique du Sud dépasse largement la question de l'immigration. C'est une crise de confiance, une crise de solidarité, une crise de mémoire, une crise du panafricanisme. Oui, chaque pays a le droit de contrôler ses frontières. Oui, chaque État a le droit de lutter contre l'immigration illégale. Oui, les populations locales ont le droit d'exprimer leur frustration. Mais aucun pays n'a le droit de laisser la haine remplacer la loi. Aucun peuple ne devrait faire porter à l'étranger tout le poids de ses blessures internes. Et aucun gouvernement africain ne devrait rester silencieux quand ses citoyens sont humiliés, menacés ou tués à l'étranger. La réciprocité peut être un outil diplomatique, mais si elle devient une vengeance populaire, alors l'Afrique ne règle pas le problème, elle le multiplie. Alors, chers abonnés, la vraie question est celle-ci. Si chaque pays africain commence à traiter les ressortissants des autres pays africains comme ses propres citoyens sont traités ailleurs, allons-nous construire une Afrique plus juste ou allons-nous simplement enterrer le rêve d'une Afrique unie? Merci de vous abonner à notre chaîne. À très bientôt.